Salut les amis, bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Une fois encore, on plonge dans les derniers animés les plus excitants, en décortiquant les moments les plus mémorables pour vous. Et on commence notre voyage. L'animé d'aujourd'hui commence par nous raconter l'histoire des invocateurs et comment leurs légendes ont toujours eu une place cachée dans l'histoire. On nous parle de ceux qui ont été capables d'invoquer la terre, les morts, les âmes et même les étoiles. Cependant, on dit que les légendes resteront toujours des légendes et que tôt ou tard elles périront et se perdront dans le temps. Les amis, j'espère que vous êtes prêts à vivre cette expérience où on vous fait voir comment nos invocateurs vivent leur vie. Commençant paisiblement sa journée, allongé sur l'herbe, profitant de la nature, on voit notre garçon Iji, un garçon de 16 ans, vivant une vie simple comme n'importe quel lycéen ordinaire. Ce qui fait de lui un garçon spécial, c'est évidemment la façon dont il prend soin de lui, et en particulier ses talents de cuisinier. Alors qu'il prépare l'un des meilleurs bols de ramen, un portail s'ouvre soudain dans sa cuisine, révélant une jeune fille aux cheveux roses. Sous le choc, le garçon laisse tomber le bol, mais avant qu'il ne touche le sol, la fille l'attrape et mange ce qu'il y a là-dedans. Elle se présente alors sous le nom de Dora, et j'y pense qu'il a des hallucinations et la jette ailleurs, mais elle réapparaît à chaque fois qu'il tente de la jeter par la porte. Dora semble apprécier cela, et pendant qu'elle aspire toute la nourriture que notre héros a dans la cuisine, elle explique qu'elle est un esprit invoqué. Cette situation a duré des heures, mais à la fin de la journée, on les voit enfin s'asseoir pour avoir une bonne discussion. La fille aux cheveux roses explique qu'elle est un esprit ancien et qu'elle peut se montrer sous deux formes différentes comme nous l'avons déjà vu. Elle dit ensuite que Iji l'a réveillée avec sa nourriture et que c'était une méthode courante pour invoquer les esprits. Le garçon n'accepte pas cela et part en classe. Mais Dora le suit et lui cause des ennuis avec le professeur de maths en lui demandant de signer un contrat avec elle. Plus tard, le garçon réussit à s'échapper du cours de maths alors que Dora dort. Mais elle le suit, gâche son rendez-vous avec l'une de ses camarades de classe en le rendant un peu parano et l'autre fille s'enfuit en pleurant. Le garçon a tout essayé, alors comme dernière tentative, il donne à l'esprit plusieurs collations et la supplie en larmes de le laisser tranquille. La fille est émue et explique qu'un esprit abandonné par son maître doit errer seul dans le monde comme un fantôme pendant 100 ans. Puis elle change de forme et donne au garçon la chance de voir le monde à travers ses yeux. Et après quelques étapes, Dora lui fait comprendre le grand pouvoir que les invocateurs possèdent après avoir signé les contrats avec les esprits. À la fin, le garçon exauce son souhait et signe le contrat, ce qui la rend folle de joie. Elle décide donc de le ramener chez lui en volant, mais au milieu de cette nouvelle expérience, elle s'épuise et les renverse au sol. Le lendemain, nous voyons notre couple profiter du soleil dans la cour de récréation de l'école, mais soudain Iji aperçoit les informations qui diffusent les photos qu'il a prises lors de son dernier vol la nuit dernière avec Dora. Au bout d'un moment, l'esprit de la plante attaque la jeune fille et l'avale avant qu'Iji n'intervienne. Après avoir remarqué cette étrange créature, il commence à la poursuivre pour sauver Dora et en même temps il lui demande d'utiliser son pouvoir. La jeune fille répond qu'elle ne peut pas l'utiliser, que si elle est trop proche de son maître. Le garçon continue à suivre la plante jusqu'à ce qu'il se retrouve au milieu d'un événement. Là, un grand type l'arrête et lui révèle qu'il est le frère de la fille qu'Iji a embrassée la dernière fois lors d'un rendez-vous. La fille se révèle être une championne d'arts martiaux et montre ses talents, tandis que son frère menace notre garçon d'accepter de sortir à nouveau avec elle, mais Iji ne leur prête pas trop d'attention et continue à chercher son esprit. La fille révèle à Iji qu'elle va bientôt perdre le contact avec lui. Alors elle se met à courir entre les foules et finit par attraper une fille en costume de fleurs au lieu du véritable esprit de la plante. Le garçon essaye d'utiliser leur lien de télépathie pour se rapprocher de Dora, et en effet il parvient à suivre sa voie et à trouver l'esprit qui se cache déguisé lors d'un concert. Alors que le garçon se rapproche, Dora parvient à utiliser son pouvoir et à échapper du ventre dégoûtant de la plante. C'est alors que son maître apparaît, elle prend ses affaires et disparaît sans laisser à Dora l'occasion de l'attaquer. Le garçon récupère sa fille et lui dit qu'il a pu découvrir l'identité de la fille aux cheveux noirs. D'après son raisonnement calculateur, il en est venu à dire qu'elle est membre de la famille de la classe combattante qui dirige son école. Le lendemain, cette fille est vue dans le bureau du directeur, s'excusant de ne pas avoir pu révéler le véritable pouvoir d'Iji, et l'homme lui demande de suivre le plan. Plus tard, on la voit remettre à Iji une lettre dans laquelle elle lui demande de la rencontrer dans les bois derrière l'école, rendant ainsi tous les autres garçons jaloux de lui. Notre garçon accepte d'y aller, mais il est surpris d'apprendre qu'elle lui a tendu un piège. Et Dora a mis du temps à trouver la bonne arme, mais avant qu'il ne se fasse tuer par un arbre monstre, elle réussit à sauver la situation grâce à 2 couteaux surprenants. Il ne leur faut pas beaucoup de temps pour abattre l'arbre, ce qui signifie la fin de la bataille. À la fin de la journée, la jeune fille aux cheveux noirs et son esprit de la plante rejoignent Iji pour le dîner. Sur la table, les deux esprits dégustent leur repas avec une extrême bonne humeur. C'est pourquoi la plante révèle que son maître est le gardien de la ville et que le combat qu'ils ont eu dans les bois avait pour but de savoir si Iji est un bon ou un mauvais invocateur. La jeune fille aux cheveux noirs quitte la table et le garçon la suit.
Dehors, elle révèle qu'elle s'appelle Anna. Et avant de partir, elle rappelle à Eiji qu'elle le surveillera. Ensuite, on passe apparemment dans un autre monde, où tout est en feu, et au milieu de ce chaos, une fichette appelle son frère, mais il ignore et part. Elle ouvre alors les yeux au sommet d'un immeuble entouré des chats, et elle s'avère être aussi un invocateur grâce à ses pouvoirs extraordinaires. De retour à Eiji et Dora qui s'ennuient à l'école, les animaux sauvages arrivent et changent leur humeur. Plus tard, on apprend que c'est la fichette qui les a invoqués. Il essaie de la sauver en pensant qu'elle est en danger, mais elle se met en colère contre lui et retourne à ses animaux. Anna et son esprit interviennent pour arrêter la fichette, mais les choses ne se passent pas bien comme prévu, et les deux invocateurs se lancent dans une bataille féroce où ils invoquent tous les deux d'énormes monstres. Anna et son arbre magique écrasent l'ours de la fichette, puis déchirent ses loups en morceaux, mais elle n'abandonne pas et attaque avec un énorme serpent. Comme un cercle inachevé, Dora et Eiji comprennent que les filles n'ont pas l'intention d'arrêter de se battre jusqu'à ce qu'elles s'entretuent. Alors ils interviennent pour arrêter cette bataille et lient les monstres dans des chaînes d'énergie. Une fois de plus, le garçon conclut que c'est le chat qui a convoqué la fichette, et non l'inverse comme il le pensait au départ. Le garçon attrape le chat blessé et se souvient de leur première rencontre il y a des années. L'esprit de la plante demande à Eiji de le lui remettre, mais il refuse, ce qui fait que Anna quitte le champ de bataille en colère, déclarant qu'il a choisi le mauvais camp. Plus tard, nous voyons la fichette, dont le nom est révélé être Maya, expliquer à Eiji qu'elle est le chat blanc. Elle ajoute qu'elle cherche son frère, celui que nous avons vu léviter dans leur village en flammes. Après avoir entendu toute l'histoire, le garçon décide de la garder et de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle retrouve son frère. Le lendemain, un groupe d'hommes frappe à leur porte. Il s'avère qu'ils travaillent pour Anna et qu'ils sont venus inviter le trio à dîner. En arrivant dans son manoir, ils sont surpris par le grand nombre d'esprits. Au bout d'un moment, ils aperçoivent une statue qui représente le premier chef des observateurs. Tout semble aller pour le mieux, mais soudain, Eiji entend la statue l'appeler par son nom. Sa voix le transporte dans un autre monde, mais Dora le ramène à la réalité. Et Anna les amène rencontrer Arlan, le chef de la famille Black Rose, et l'invocateur de tous les esprits qu'ils ont vus à l'extérieur. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un homme ordinaire, mais il leur prouve le contraire en les obligeant à s'asseoir. Il explique ensuite la raison pour laquelle il a demandé à les voir, en disant que la source de tous les esprits est un cristal unique et que les invocateurs humains ont mené de nombreuses guerres qui ont duré des siècles pour l'obtenir. Ces invocateurs ont été divisés en deux groupes, les gardiens et les destructeurs, qui représentent la lumière et les ténèbres. Et les deux camps ont des points de vue différents sur la façon dont ils peuvent contrôler le monde. De nos jours, puisque les invocateurs doivent choisir leur camp, le temps est venu pour Eiji de choisir. Le garçon ne donne pas de réponse claire, disant que ses parents lui ont demandé de rester à l'écart des problèmes, mais le vieil homme les surprend en révélant trop de détails sur leur vie personnelle, à commencer par les parents d'Eiji qui ont disparu et l'ont laissé seul à l'âge de 5 ans, jusqu'au frère de Maya qui a choisi d'être un destructeur et qui est maintenant un criminel notoire, recherché dans le monde entier. La quantité de détails révélés par le vieil homme a fait perdre la tête au trio, qui a décidé d'arrêter de parler de ce sujet et de commencer à manger son dîner. Soudain, un groupe de destructeurs les attaque et il s'avère qu'il est commandé par le frère de Maya. La pauvre fichette confronte son frère mais il l'ignore encore et la renverse comme s'il ne l'avait jamais connu. Eiji n'a pas ça et attaque le frère de la chatte, mais soudain il commence à se souvenir de son passé avec sa mère. De retour sur le toit, où Arlan se bat contre un énorme monstre tandis que sa petite fille Anna affronte la femme au pistolet, le combat entre les deux filles se corse et la femme destructrice bat l'arbre monstre d'Anna, tandis qu'une autre femme surgit derrière elle et lui tranche la gorge. Arlan, craignant de perdre sa petite fille, se précipite pour la soigner grâce à ses pouvoirs magiques de guérison, ce qui permet aux autres destructeurs de l'entourer immédiatement et de lancer une attaque à 3 coups pour l'immobiliser, de sorte que la femme au pistolet s'approche et lui tire une balle dans la tête. L'homme résiste au tir et se régénère incroyablement, libérant un énorme esprit. Il attaque d'abord le chef du groupe, le frère de Maya, ce qui cause un trou dans la forêt à proximité. Mais l'ennemi est toujours vivant, alors il invoque un esprit faucheur qui avale facilement l'esprit d'Arlan, causant sa mort. Les destructeurs ayant remporté leur victoire, ils laissent Eiji et ses amis vivre. Plus tard, nous les voyons réunis dans la maison d'Eiji, apparemment confus et terrifiés. Anna n'est toujours pas réveillée et la fichette est déçue par son frère. Le garçon lui conseille de se calmer et de rassembler les informations nécessaires pour élaborer un bon plan. Il trouve alors une vidéo sur internet qui montre la bataille de la nuit dernière, ce qui signifie que quelqu'un l'a diffusée à l'aide des caméras satellites. Il décide de retrouver la personne qui a téléchargé la vidéo et découvre qu'il s'agit d'une fille qui a organisé une séance de dédicace dans quelques heures. Les enfants sont impatients de commencer l'enquête et promettent de se venger pour Anna. Entre-temps, nous voyons la fille qu'il traque se frayer un chemin à travers le métro, contrôlant facilement tous les appareils sur son chemin. Elle construit ensuite un stand sur le bord de la route où elle vendra ses bandes dessinées, mais personne ne fait attention à elle. C'est alors que notre héros entre en scène en prétendant aimer ses bandes dessinées. Il essaye de la piéger en achetant quelques exemplaires, mais elle découvre facilement leur plan. Elle révèle alors qu'elle est surveillée tout le temps, mais qu'elle semble être une femme innocente. Elle se présente sous le nom de Stan et commence à montrer aux filles les grandes choses que son téléphone peut faire. Alors qu'elles sont en train de parler, son téléphone lance une alarme, lui signalant l'existence de 6 personnes autour d'elle, armées d'armes inconnues et s'approchant d'elle.
La jeune fille ne trouve pas de solution et demande aux autres invocateurs de fuir pour sauver leur vie. Nos héros sont attaqués par des robots monstres avec des armes inconnues, mais Stan réussit à les sauver et à les amener en voiture qu'elle conduit avec son téléphone. La fille déclare que les monstres sont certainement des esprits destructeurs, mais qu'ils sont faibles, alors Dora et la Ficha se lèvent pour les combattre et avec un peu d'aide, elles parviennent à abattre l'un des 4 robots. C'est alors que les 3 autres s'énervent et encerclent leur voiture pour faire pleuvoir des balles dans le ciel. Mais Iji parvient à les protéger grâce à ses pouvoirs d'invocateur. Les robots n'abandonnent pas et lancent des roquettes pour détruire le pont sur lequel la voiture roule. Dora utilise ses ailes pour essayer de les sauver de la chute, mais les enfants sont trop lourds et elle ne parvient pas à les retenir tous. Les robots les rattrapent et on les voit se préparer à une attaque féroce, mais Stan commande un pick-up et frappe les robots avec. Les destructeurs font facilement exploser le camion, mais cela fait partie du plan. Stan convertit tous les petits morceaux pour faire un méga robot et commence à le contrôler à l'aide d'une télécommande. Elle détruit alors les 3 ennemis d'une manière impressionnante, mais son robot est touché, ce qui entraîne son autodestruction à cause d'une fuite d'huile. Après cette bataille, Stan se révèle être un garçon déguisé, un génie qui a choisi d'être un observateur. Et si vous ne comprenez toujours pas ce que veut dire un observateur et un destructeur, vous en trouverez dans le lien de la partie précédente une explication détaillée. Plus tard, elle les amène voir son laboratoire secret et leur explique que les destructeurs s'emparent des pouvoirs des observateurs, ce qui explique ce qui s'est passé cette nuit-là dans la maison d'Anna, puisqu'elle est remplie d'esprits d'observateurs. Le génie continue d'expliquer que les destructeurs sont devenus de plus en plus actifs depuis le jour où Dora a été invoquée. Comme si tous les esprits invoqués endormis s'étaient réveillés ce jour-là. Stan ne croit pas aux coïncidences, il insiste donc pour creuser un peu là où les combats ont eu lieu afin de trouver d'autres indices. Le groupe retourne au manoir d'Anna, où Stan utilise un nouvel appareil pour recréer ce qui s'est passé cette nuit-là. Il en conclut qu'un destructeur appelé Ruthless est apparu d'un vortex ouvert par un autre invocateur qui a manifestement tout déclenché. La seconde attaque a eu lieu dans le jardin par la femme au pistolet qui s'appelle Flame, une invocatrice élémentaire de feu. Ensuite, nous voyons le frère du chat qui selon Stan s'appelle Crow, un invocateur d'animaux. Ils comprennent alors pourquoi Iji s'est soudainement souvenu de sa mère pendant la bataille. Tout cela est arrivé à cause d'un invocateur appelé Space. Le 6e membre, Shadow, se révèle être un invocateur d'illusion au sang-froid. La plupart de ces destructeurs ont attaqué le grand-père d'Anna, et leur chef, le 7e membre, est celui qui a porté le coup fatal en invoquant le faucheur, s'appelle Hart. En avançant, il trouve un grand trou et décide de l'explorer. Alors qu'il marche à l'intérieur, Stan explique que la famille d'Anna, qui fait partie des observateurs, a rassemblé et scellé des milliers d'esprits invoqués. Arlan était l'invocateur le plus fort et le plus compétent dont Stan n'a jamais entendu parler, et si le combat avait été équitable cette nuit-là, le grand-père aurait écrit l'histoire. Soudain, Iji trouve un morceau du corps de Ruthless tombé pendant le combat. La Ficha reconnaît son odeur et il décide de le retrouver. Stan leur dit que leur ennemi est à 300 km, alors en chemin il décide de déguster du ramen chaud préparé par Iji. Notre garçon commence à leur raconter sa vie, comment il n'a jamais eu d'amis et comment il s'est retrouvé à vivre seul après la disparition de ses parents. Dora dit que le garçon a de la chance de se souvenir au moins de l'apparence de ses parents, car elle ne se souvient de rien de son passé. Stan révèle qu'après avoir scanné le corps de Dora, il s'est rendu compte que ses souvenirs étaient scellés et qu'ils doivent donc trouver celui qui a fait cela afin de les libérer. Le lendemain matin, le groupe arrive à destination. Il commence à explorer la forêt et tombe sur un village abandonné. Alors qu'il marche avec crainte, il découvre une maison entourée d'une mer de fleurs rouges, qui est probablement la cachette du destructeur. Les enfants décident d'observer la maison de loin et soudain, un fermier apparaît. Il le soupçonne mais au bout d'un moment, il ne voit plus aucun danger. Et Iji décide donc de se rapprocher de son esprit afin d'en savoir plus sur cet homme. Le garçon fait semblant d'être un étudiant venu dans la forêt pour un travail en terrain, et l'homme se montre très généreux et gentil. Il leur offre même un panier repas et leur révèle à quel point il est heureux de voir enfin un être humain. Les gens ne passent pas vraiment dans cette zone. L'homme est aussi un grand fermier, car c'est lui qui a planté toutes les fleurs que nous voyons, et au bout d'un moment, il décide de raconter l'histoire de la façon dont il a pu les planter. Il y a bien longtemps, vivait une jeune fille qui rêvait de cultiver les fleurs, mais elle est malheureusement morte avant d'avoir vu les belles couleurs. Alors notre homme a décidé d'hériter de son dernier vœu et voici le résultat. Soudain, le vent se met à souffler rapidement et le fermier montre de façon inattendue un visage totalement différent, puis se transforme en Ruthless le destructeur. Il attaque immédiatement les membres du groupe, montrant une obsession pour les fleurs. Nos héros l'attaquent à leur tour, mais leur effort reste vain car ils ne parviennent même pas à pénétrer sa peau. Stan trouve une meilleure idée et utilise sa technologie pour former un clone d'ombre, la chose qui perturbe le destructeur. Pendant ce temps, Dora charge son pouvoir. Il découvre alors que Ruthless est celui qui a tué les villageois et qu'il a planté ses fleurs pour cacher les squelettes, ce qui réveille le vrai pouvoir de Dora et permet à Iji de lancer une attaque destructrice. Une scène féroce s'ensuit dans laquelle on voit le destructeur souffrir contre Iji qui est sur le point de le poignarder. Avec un marteau, notre garçon réussit à briser la chaîne qui était sur la poitrine de l'homme. Et alors que tous les garçons s'apprêtent à l'achever, le fermier se présente sous le nom de Moodoo et commence à raconter sa véritable histoire.
L'homme a vécu une enfance très difficile car il était maudit depuis longtemps et son peuple a décidé de l'enchaîner seul et l'abandonner à la fin jusqu'à la mort. Cependant, une jeune fille appelée Hawa, ignorant tout ce que les gens disent, partageait son repas avec lui tous les jours. Ces deux-là ont passé beaucoup de temps ensemble à jouer et à parler. Le garçon s'est rendu compte à quel point Hawa voulait transformer la forêt de pierre en une mer de fleurs. Ils grandissaient et leurs rêves grandissaient avec eux, mais tout a changé lorsque la famine a frappé le village et que les gens ont commencé à le blâmer pour ce malheur. À la fin, ils ont tous décidé de le tuer et malgré toutes les rumeurs, Hawa est resté à ses côtés pour le défendre, mais les choses ont empiré et elle a fini par se faire tuer devant lui. La colère de Modo a atteint son apogée et il s'est transformé en bête, tuant sans pitié les villageois pour se venger. À la fin de la journée, il a détruit tout le village et enterré ses habitants. C'est pourquoi les roses sont rouges et les squelettes sont apparus au milieu de leur combat. À ce moment-là, les destructeurs sont apparus et lui ont donné les chaînes que nous avons vues pour freiner son esprit parasite. Ils lui ont dit qu'une fois les chaînes brisées, le véritable esprit maléfique sera libéré, et c'est ce qui se passe maintenant. Les chaînes commencent à se briser et le véritable monstre qui vivait à l'intérieur de Modo est enfin libéré. Nous voyons son corps être recouvert de rochers, formant un golem encore plus grand que celui de Ruthless. En voyant cela, Stan révèle que l'homme est mort et que le golem attaque instinctivement. Les observateurs l'attaquent un par un, mais ils sont tous blessés, à commencer par la Fisha. Cependant, Dora et son maître parviennent à libérer un énorme pouvoir et nous les voyons travailler en harmonie pour attaquer l'énorme bête de pierre. Iji invoque une grande lance et tente de transpercer le golem mais il échoue. Il décide alors d'invoquer une plus grande épée pour terminer la bataille mais celle-ci échoue étonnamment. Et le garçon est jeté au loin. Le garçon s'évanouit et commence à vivre à ce qui ressemble à un rêve où il se retrouve à côté des souvenirs scellés de Dora avec la capacité de les détacher, ce qui permet à l'esprit de gagner plus de pouvoir dans la vraie vie. Le golem voit son âme en mort à travers les yeux de Dora qui tente de sauver son maître. Il s'enflamme et attaque une nouvelle fois. L'esprit aux cheveux roses résiste au début, mais ensuite elle invoque un grand nombre de lames et les fait pleuvoir sur le golem. Puis elle invoque une énorme épée et la fait tomber en plein sur le corps du golem, mettant fin à la bataille par cette explosion. Après leur départ, nous voyons le destructeur arriver sur les lieux pour observer le cadavre de leur coéquipier. Dans le van de Stan, on voit Dora essayer de soigner les blessures d'Eiji et le génie s'occuper du chat blanc. Soudain, les destructeurs apparaissent et scindent le van en utilisant une lame d'ombre. Et le chasseur semble être devenu la proie elle-même. Une scène intense se suit où les observateurs sont jetés et la femme au pistolet abat à la fois Stan et le chat. La suite n'est pas meilleure, les destructeurs s'emparent d'Eiji et le réduisent en miettes. Le garçon se retrouve dans ce qui semble être l'espace. Une voix lui dit qu'il se trouve dans l'espace entre le temps et l'espace, une dimension totalement différente. Un personnage étrange apparaît ensuite et explique que notre garçon est mort dans le monde d'où il vient, tout comme ses amis, et que les destructeurs ont absorbé les esprits invoqués et leurs souvenirs. Nos garçons ont échoué et ils ont dû payer le prix fort. Mais Eiji a de la chance cette fois-ci, et l'étrange personnage s'avère être son père, qui lui donne une nouvelle chance de vivre et de sauver ses amis, en lui promettant de le retrouver à la fournaise des démons. Le garçon ouvre les yeux, avec 3 minutes supplémentaires avant que tout ne se passe. Il réussit à tendre un bon piège au destructeur pendant qu'il change de voiture. Stan révèle qu'un des esprits maléfiques a été pris dans l'explosion, ce qui signifie qu'ils sont maintenant furieux et assoiffés de vengeance. Ils se précipitent ensuite vers Anna, mais la seule chose qu'ils trouvent est une lettre d'elle, leur demandant de la suivre jusqu'à la fournaise des démons. Dans l'hélicoptère privé d'Anna, le chat semble avoir une idée de cet endroit étrange, disant que c'est là que tous les invocateurs se rendent pour participer à un rituel afin de devenir plus forts. Heureusement, Anna leur a laissé les coordonnées de cette arène, alors sans perdre de temps, ils suivent ce qui est écrit sur la lettre. Sur leur chemin, ils rencontrent une tempête dans l'océan, mais ils s'en sortent et atteignent une magnifique île secrète. Cependant, ce beau moment ne dure pas et un destructeur apparaît juste derrière Eiji et coupe l'hélicoptère. Stan, comme prévu, reconstruit un robot à partir des morceaux et aide ses amis à attaquer Shadow. Mais elle s'échappe par un vortex et ses coéquipiers apparaissent juste après. Une série d'attaques est lancée sur le robot qui s'écrase et nos héros tombent sur l'île. La bataille va donc apparemment se dérouler au sol, mais comme personne ne s'y attendait, une fille en costume de lapin apparaît et marque les observateurs avec des cartes rouges. Elle se présente comme l'administratrice, Bonnie, et leur fait comprendre que tant qu'ils sont là, à la fournaise du démon, les combats hors de l'arène sont interdits. Le chef des destructeurs l'écoute étonnamment et emmène ses amis. Pendant ce temps, les observateurs n'arrivent pas à croire qu'ils sont en sécurité et poursuivent leur voyage pour retrouver Anna. En chemin, ils rencontrent un marchand ambulant appelé Richard, monté sur un caméléon. Il leur propose de les amener en balade et leur explique que ce pays est parfaitement sûr tant qu'ils n'enfreignent pas les règles. Nous apprenons plus tard que cet endroit a été construit par les observateurs et les destructeurs à la suite d'une négociation visant à éloigner leur combat du monde. Ils ont créé une arène sûre où leur combat a été réglé pacifiquement en accord avec les règles de l'île. Après un certain temps, ils atteignent la ville de la Fournaise, mais Richard semble préparer quelque chose de louche. Il les invite à boire une tasse de soda curatif, mais sans leur dire qu'il s'agit d'une boisson qui crée une dépendance. Les garçons s'amusent à boire une bouteille après l'autre,
sans savoir ce qu'ils boivent. Plus tard, l'homme les amène faire un tour en ville où ils voient des gens et des magasins. Nos héros décident donc d'aller acheter quelques vêtements avant de se rendre à l'arène, mais pour y entrer, ils doivent réussir l'une des 4 épreuves portant sur l'argent, la beauté, la force et la réputation. Stan franchit la première porte après avoir piraté l'un des systèmes bancaires et volé l'argent. Dora prend son maître et passe par la porte de la beauté, tandis que la ficha passe par celle de la force. Mais Richard le marchand réussit le test de la réputation. Les garçons se demandent comment un marchand peut être aussi célèbre, sans savoir qu'il s'agit d'un célèbre criminel, l'un des 10 plus recherchés au monde. Bonnie commence à décrire l'arène pour les invocateurs en disant qu'elle a 100 étages. Elle les fait descendre par un ascenseur et explique que les combats sont de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on descend, mais que les récompenses sont de plus en plus importantes. On aperçoit ensuite Iggy se demander dans laquelle des étages il verra son père. À la fin, Bonnie les informe que le premier tour d'élimination commencera le lendemain et qu'ils doivent se préparer. Nos héros semblent affamés et se précipitent pour goûter la nourriture de l'hôtel, sans savoir que la compétition a déjà commencé et que la nourriture peut être empoisonnée. Nous voyons les enfants s'amuser dans la piscine, mais Bonnie annonce que Anna est déjà passée à l'étage 11 grâce à sa performance exceptionnelle. Les enfants s'endorment après un bain relaxant, sans savoir que les chambres sont pleines de pièges. Iggy et Dora sont surpris lorsque la pièce se transforme en piège et commence à s'enfermer. Il essaie de s'échapper, mais les portes et les fenêtres ont été scellées, les couteaux et les armes sont inutiles, alors le garçon demande à Dora de conjurer une clé et s'échappe de justesse. À l'extérieur, ils observent comment tous les autres concurrents font face à la même chose. Certains d'entre eux parviennent à percer leur chambre en utilisant leurs capacités, mais les autres se font tuer. Nos héros sont tous sains et saufs, et le maître du premier étage annonce le début du spectacle. Il annonce qu'il n'y a pas de règle dans cette épreuve et qu'il suffit de remplir une seule condition pour gagner, qui est de quitter l'hôtel en vie. Le groupe commence à courir et rencontre de nombreux pièges sur son chemin. La plupart des invocateurs ne passent pas, mais nos enfants parviennent à atteindre une porte qui semble être la sortie. Différentes notes sont écrites sur le mur, les avertissant de bien réfléchir avant d'ouvrir, mais n'ont pas d'autre choix, et heureusement cette porte s'avère être la vraie sortie. Derrière cette porte, ils rencontrent le maître de l'étage, Renaud, qui les félicite ainsi que les 29 autres survivants d'avoir passé avec succès le premier test. Il leur offre ensuite tous un coffre au trésor en bois en guise de récompense. Certains coffres contiennent de l'or et d'armes, d'autres rien. Le coffre d'Iggy contient 3 éclats de cristal et une bague de safran. Stan ouvre son coffre et le trouve rempli de bombes, et Renaud attendait ce moment pour les envoyer au 2e étage. Le maître du 2e étage est Bonnie. Elle révèle une piste de course géante et informe les invocateurs que 20 tours sont nécessaires pour passer au 2e étage. Cependant, seuls les 15 premiers participants à la ligne d'arrivée gagnent. La course commence pendant que les destructeurs réveillent un énorme monstre pour leur prochaine bataille contre nos héros. De retour à la course où les concurrents se débrouillent très bien, et Stan utilise une fusée militaire pour passer devant tout le monde. Et je remarque que certains participants essayent de poser des problèmes à ceux qui sont en tête, et l'un d'entre eux pointe son arme sur Dora. Cependant, elle parvient à dévier ses propres balles sur lui, ce qui lui fait perdre non seulement le jeu, mais aussi la vie. Bonnie observe les candidats et la piste est en feu. On voit quelques candidats se battre entre eux, et après un moment, Bonnie annonce qu'il reste moins de 15 candidats et qu'ils n'ont plus qu'à atteindre le but pour gagner. Pendant ce temps, les destructeurs s'enchaînent les uns contre les autres, et Dream révèle qu'elle s'est faufilée dans les fournaises des démons, mais qu'elle n'a pas pu entrer dans l'arène. Cependant, elle a apporté une télévision antique où ils peuvent regarder la compétition de la fournaise. Le 3e étage se révèle être un concours de cuisine et bien sûr, Iggy les impressionne avec son ramen. La femme au pistolet finit par tirer sur la télévision en disant que ces compétitions sont ridicules. Alors leur patron arrive et décide d'envoyer les filles d'arbre dans la fournaise mais avec un compagnon. Bonnie montre la quantité d'énergie spirituelle qu'elles ont accumulée pendant toute la compétition et les anciens lui ordonnent d'activer le programme de sacrifice. On comprend pas ce que cela signifie et on la voit simplement se rendre au 100e étage où est suspendue une femme enchaînée qui se révèle être la maîtresse de tous les invocateurs, la reine Pandora. Et on comprend que la jeune fille continue à donner de l'énergie spirituelle dans l'espoir de réveiller la reine un jour. On est arrivé à la fin de la première saison de cet incroyable animé qui nous laisse avec un sentiment d'excitation pour la suite. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas que nous avons beaucoup de choses en stock pour vous, alors restez branchés. On se revoit avec une autre vidéo. Bye!